bonjour tout le monde. Comme vient dit Jean-François, mon nom c'est Carole Castro, je suis professeure à l'école de travail social et je suis avec Lori Paquin, que c'est mon étudiante à la maîtrise. Aujourd'hui, on va présenter notre projet de recherche sur la pauvreté et l'exclusion sociale en la Abitibi-Témiscamingue. C'est qui va contrôler le PowerPoint? OK. On va commencer avec quelques données, mais avant de commencer, je ne sais pas si vous se situez où est la Abitibi-Témiscamingue, mais pour faire un petit peu una mise en contexte, la Abitibi-Témiscamingue c'est une région ressource où c'est une zone minière et forestière. C'est un secteur au nord de Montréal. Y como yo dice, una zona, es una región de recursos. Entonces se sabe que como es una zona de recursos, on se pose la cuestión es que la pobreza es la, y bien sûr, on a des données prouvant qu'il existe la pobreza dans notre région. Ici, il y a des données de répartition de la population dans les 5 quintiles de l'indice de défavorisation matérielle et sociale de la MRC. On parle de l'Abitibi qui existe 5 MRC, l'Abitibi, Abitibi-Ouest, la Vallée de l'Or, Rouyn-Noranda et Témiscamingue. Qu'est-ce qu'on peut remarquer que dans la défavorisation matérielle, on peut constater que 43,9% sont des personnes qui vivent ce type de défavorisation. Mais on parle aussi de Rouyn-Noranda, que c'est une défavorisation plutôt sociale. On parle de 26,7%. Mais si, il y a aussi la défavorisation combinée 21,1%. On parle d'une région de 138 et 698 personnes. OK, ce n'est pas une grande région. Si on passe les suivantes, aussi on peut voir la répartition de la population. On parle des données de 2019. 18 750 personnes sont sous la mesure de faible revenu en 2021, 12,6% de la population. On parle aussi de 54% d'entre elles s'identifient comme des femmes et aussi 1840 personnes étaient prestataires de l'aide sociale et 2327 ils sont sur le programme de solidarité sociale. En total, on parle de 4167 personnes. Pourquoi ce projet? Ce projet c'était demandé pour la conférence des préfets de la Abitibi-Témiscamingue. On a invité à faire sa recherche. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est depuis l'été passé, l'été 2022, qu'on a commencé. Le projet, c'est une démarche qualitative d'analyse thématique de base sur le modèle écosystémique avec une perspective intersectorielle. On a fait 3 groupes de discussion et 15 entretiens individuels de type de récit de vie. Si vous me demandez ce qui ces personnes-là, et c'est ça la richesse de notre projet, parce que nous, on était descendus sur les bases, on interviewait des gens qui vivent la pauvreté et qui vivent l'exclusion sociale. Et aussi, dans les focus group, il y avait des intervenants qui travaillent avec ce type de personnes. Comme on a dit, il y a 5 MRC, mais nous, on a fait 3 groupes de discussion
Temiskaming, Juan Oranda et Ville-Marie. Lassar aussi, dans le fond. Lassar. Oui, Ville-Marie, oui. Puis Lassar pour les focus group. Lassar, oui, tout à fait. Et je pense que tout à fait, ok, c'est bien ça. Oui. Et comme j'ai dit, il y a deux parties. Il y avait les focus group. Dans les focus group, on avait 12 personnes participantes. Et on a fait aussi 15 entretiens individuels dans chaque MRC. Si tu peux passer la suivante, Laurie, s'il vous plaît. La définition collective de la pauvreté et l'exclusion sociale. Dans le focus group, nous, on a vraiment travaillé avec, on a utilisé beaucoup de photos pour aider à identifier comment les personnes on perçoit sa perception de la pauvreté. Et à partir de ça, on a conclu dans la pauvreté, que c'est un état de survie. Il y a dans qu'est-ce qu'on a les idées de gens, on dit qu'on compte ses sous. Il y a l'obstacle, on parle d'accès à ressources limitées pour répondre à ses besoins primaires, les besoins de base, physiologiques, affectifs et sociaux. Aussi, on pourrait parler un peu de qu'est-ce qu'il dit la pyramide de Maslow. Il y a aussi les obstacles à atteindre des désirs et des envies, devoir faire le choix, qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais choisir. Il y a aussi l'obstacle à la autoréalisation et à l'épanouissement fluctue dans le temps. Une autre chose importante, il y a des extraits ici, mon potentiel était restreint, comme si j'étais sur l'eau en train de me noyer. La pauvreté finit pas là avec le manque d'argent. Ça va avec notre santé physique et mentale. Ça, c'était un entretien individuel, quelqu'un, une femme, qui a dit ça. Tu avances ou tu te relèves. Ça aussi, c'est dans une des discussions qu'on a eues dans un des focus group. On travaille dur pour la montée et on ne peut tomber à tout moment. Personne ne commence au même niveau dans l'échelle sociale, mais tout le monde cherche à atteindre le même niveau et les attentes sont les mêmes pour envers tout le monde. Ça, c'est un intervenant qui disait ça. On tombe vite dans la pauvreté, mais on se relève lentement. Ça aussi, c'est dans un des participants. Quand on parle d'exclusion sociale, qu'est-ce qu'on peut souligner? C'est un accent total d'accès aux ressources, un écart de richesse. On voit la forme de violence de la société qui restreint l'expression. Dans les relations interpersonnelles et institutionnelles aussi, on voit que l'accès aux ressources d'aide permet de sortir de l'exclusion sociale. Il y a un accent de point d'ancrage aussi dans l'exclusion sociale. Quelques extraits qu'on peut partager avec vous, c'est que l'exclusion sociale, c'est une araignée qui tisse sa étoile et tu le retrouves pris dedans. Tu te retrouves pris dedans. C'est d'identifier quelqu'un à partir de son statut financier ou sa santé mentale. Et moi, l'exclusion sociale, c'est familial. Mes frères et sœurs, c'est tout pour, il reste tout dans ton beau. Merci, Carole. Donc là, maintenant, je vais poursuivre
au niveau des causes identifiées par les personnes. Donc, je vous dirais, les premières causes qui ressortaient, d'abord, on va dire au premier niveau, c'était les événements de la vie. Donc, on va parler d'un incendie, mais aussi d'une séparation ou d'un déménagement, aussi particulièrement quand c'est des événements qui se succèdent. Donc, quand on a vécu, par exemple, une séparation, un incendie, puis un déménagement, quand tout ça se succède, on va passer de la précarité à la pauvreté. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Donc, par exemple, un homme qui nous parlait que ça faisait 4 fois qu'il passait au feu, que son frère lui avait mis 16 000 de contravention, qu'il avait perdu son travail et son permis de conduire. Donc, tout ça, ça venait vraiment faire qu'il passait de la précarité à la pauvreté. Aussi, ce qu'on va voir, c'est des situations, lorsqu'on a des personnes qui arrivent au Québec de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, donc des personnes qui, lorsqu'elles arrivent, n'ont pas accès au programme d'aide. Donc, elles se retrouvent là, sans sous pour la première année. Donc, une personne qui nous dit là, que dans sa première année, elle n'a pas pu tomber sur le bien-être social. Donc, elle a été 1 an sans assurance, sans médication et 1 an que je ne pouvais pas manger. Alors, moi, ça m'a montré qu'il faut que je vive sur 0 sous. Aussi, des personnes qui nous ont partagé que lorsqu'elles se sont séparées, elles se sont trouvées sans toit. Un homme qui nous a partagé, vous savez, en Abitibi, souvent, on voit là, la camionnette style pick-up un peu comme le symbole de réussite. Sauf que cet homme-là nous a partagé qu'il a dû vivre dans sa camionnette, dans son pick-up, plusieurs mois parce que c'était son seul toit. Donc peut-être qu'en apparence, il avait l'air riche, aisé, sauf que son pick-up de l'année, c'était tout ce qui lui restait. Et donc, cette pick-up-là cachait son itinérance. Ce qu'on va voir aussi, c'est l'importance de l'analphabétisation en région. Pour vous donner une idée, dépendamment des MRC, on varie d'un taux de 58% à 60% d'analphabétisation en Abitibi, Témiscamingue. Donc, on parle de gens qui ne peuvent pas lire un texte de plus de quelques lignes. Donc, ces personnes-là, on en a beaucoup qui faisaient partie de nos groupes. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit, en fait, c'est que des jobs, quand tu sais pas lire, il n'y en a pas plus, même en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Aussi que des choses qu'on peut considérer comme banales, comme faire son épicerie, lorsqu'il n'y a pas de dessin, eh bien, on ne peut pas comprendre nécessairement qu'est-ce qu'on achète. Et si on n'est pas capable de comprendre les prix, on ne sait pas si on achète trop cher, à rabais, est-ce que c'est frais, qu'est-ce qu'on achète, est-ce que c'est passé date? Donc, c'est quelque chose qui ressortait dans nos entretiens. Aussi, on a ciblé des causes familiales. Donc, c'est sûr qu'on peut parler là, de pauvreté intergénérationnelle, donc qui se transmet des parents aux enfants. On a quelqu'un qui nous disait que ses fondations ont été souillées avec ses parents et ses traumatismes d'enfance. Donc, il a l'impression qu'il est venu au monde avec un sévère désavantage. Aussi, lorsque les parents n'ont pas eu accès à l'éducation, c'est plus difficile pour les enfants qui vont rentrer à l'école. Donc, qu'est-ce qui ressortait, c'est beaucoup aussi que cette analphabétisation-là se transmettait, mais que dans les plus jeunes générations, on sentait un désir que leurs enfants ne vivent pas ce qu'ils et elles ont vécu. Ça ressortait beaucoup. Aussi, ce qu'on nous a confié, en fait, c'est la présence marquée de violence conjugale et particulièrement
financière. Donc, beaucoup de femmes nous ont dit qu'elles l'ont vécu, qu'elles connaissaient des femmes qui l'avaient vécu et que cette pauvreté-là engendre, dans le fond, que cette violence-là engendrait beaucoup de pauvreté. C'est sorti dans les médias récemment là, que l'Abitibi, Témiscamingue est la pire région pour les femmes qui se séparent. Et aussi, la monoparentalité, en fait, aussi engendre beaucoup de pauvreté parce que tu dois te revirer sur un dixième constamment. Tu te retrouves à devoir jouer, dans le fond, les deux rôles du jour, du jour au lendemain. Aussi, le contexte régional. Tantôt, Carole, vous parlez du fait que l'Abitibi est une région ressource. Donc, pour détailler un peu plus, on a dans le fond le secteur Abitibi, donc qui est plus minier, forestier, et le secteur Témiscamingue, donc qui est plus dans l'agriculture. Mais ces deux économies-là engendrent beaucoup d'inégalités parce que d'un, c'est pas toutes les personnes qui peuvent travailler dans ces emplois-là, surtout pour les mines qui sont plus payants mais qui sont très physiques. Aussi lorsqu'il y a des mines qui s'installent dans une ville, eh bien, ça augmente le coût des aliments, des logements, donc ça devient plus cher de vivre qu'ailleurs. Aussi, ce que les participants du Témiscamingue dénonçaient, c'est le fait que les agriculteurs, dans le fond, reçoivent beaucoup d'argent du gouvernement, mais que leur richesse, en gros, leur patrimoine se construit sur le travail d'une main-d'œuvre qui est pauvre et qui est exploitée. Donc, pour eux, dans le fond, c'était vraiment une grande preuve d'inégalité. Aussi, dans le fond, ce qu'ils déplorent, c'est qu'on utilise les personnes en situation de pauvreté quand on a besoin d'eux. Sinon on les ignore. Donc, dans le fond, une personne pauvre ne serait bonne que pour sa charge de travail, mais elle n'aurait pas d'autres valeurs là, dans la société. Aussi, on va dire que la pauvreté, c'est un choix politique. Donc, on va beaucoup critiquer la répartition de la richesse. Donc, on va dire là, carrément qu'il y a des riches parce qu'il y a des pauvres. On va dire que la pauvreté est un échec de la société. Un homme aussi nous a dit, là, puis je vais vous le citer mot pour mot, même si on irait brailler dans les rues, le gouvernement s'en crisse. Ils ne sont pas intéressés à nous autres. Ils sont intéressés à l'argent, pas plus. Comme pour l'environnement. Ils disent qu'ils vont nettoyer la planète, mais ils ne nettoient pas la planète, ils brisent tout en l'air. Ils mettent des milliards en haut, pendant qu'il y en a qui crèvent de faim en bas. Ça n'a pas d'allure. Donc, je vous dirais que d'abord, les personnes, oui, ciblaient des causes plus individuelles, mais par la suite, ils nous nommaient davantage de causes collectives et sociales à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Maintenant, pour les conséquences de la pauvreté sur les conditions de vie, ici, on vous en a ciblé deux précises qui, on trouve, sont vraiment caractéristiques de la région. La première, c'est le logement. Donc, dans le fond, en Abitibi, Témiscamingue, on vit une crise du logement depuis plus de 30 ans. Donc, on parle d'un taux d'une occupation en dessous du 3 %. Je peux vous dire que dans plusieurs MRC, on frôle le zéro dernièrement. Donc, c'est assez difficile. Donc, d'abord, on va dire que les coûts sont trop élevés. Donc, les logements, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont très durs, surtout lorsqu'on est prestataire d'aide sociale. Les propriétaires vont préférer louer, dans le fond, à des minières qui vont, dans le fond, les prêter à leurs travailleurs. Donc, ça leur permet de vraiment avoir davantage d'argent sur le loyer. Aussi, on a là, une femme là, qui nous disait, si jamais mon conjoint et moi,
on n'arrive plus à payer, que le propriétaire nous montre trop le prix du loyer. On ira vivre quelque part dans le bois, dans un camp. Mais ça fait quelques mois que je pense à ça. Et je me demande qu'est-ce que je vais faire si mon conjoint part avant moi. Je ne saurais pas où aller. Donc, je voudrais que le logement, c'est quelque chose qui engendre beaucoup d'anxiété chez les personnes. Lors de nos entretiens, j'ai rencontré 3 personnes qui avaient vécu un incendie dans la semaine. Dans le fond, leur HLM était perte totale à la SAR et on sait qu'il y a des logements. À la SAR, c'est probablement la MRC où il y en a le moins. C'est difficile partout, mais à la SAR, on est vraiment très proche du 0% d'une occupation. Donc, on fait des recherches, il n'y en a pas, c'est tout refusé ou c'est trop cher, on n'a pas les moyens de payer 1 000 $ par mois pour un logement. Aussi, ce qu'on va nous dire, c'est que lorsqu'on est capable de payer pour un logement, souvent, c'est des logements qui sont pas viables. Donc, il va y avoir des bébites, des punaises de lit. On va nous dire que c'est dégueulasse, qu'il y a des trous dans le mur, que la chasse d'eau fonctionne pas, qu'il n'y a pas d'armoire, c'est des appartements qui ne sont pas finis, qui sont sales, qu'il y a même là, des goélands qui vivent dedans, qu'il y a des chambres pas de fenêtres, puis que c'est des édifices qui sont pas légales. Aussi que les propriétaires ne font pas les réparations nécessaires. On a aussi une personne qui nous parlait qu'elle est asthmatique, puis qu'avant l'incendie, dans le fond, elle vivait dans la moisissure, dans des dégâts, puis que c'était pas vivable pour elle, que son logement lui causait des problèmes au niveau de sa santé. Aussi, ce qui est très difficile, c'est de se trouver un logement qui accepte les animaux. Donc, les participants vont nous dire justement que leur chat, c'est comme leur enfant. Puis quand tu as des difficultés financières, dans le fond, tu ne te débarrasserais pas de ton enfant, bien pour eux, c'est la même chose. Aussi que leur animal est vraiment un point d'ancrage, c'est une source de réconfort pour leur santé mentale. Puis une femme elle disait, nous qui avons vécu ce genre de vie-là, c'est sûr qu'un animal, pour nous, c'est important. La thérapie par les animaux, ça existe et c'est important pour les gens comme nous. Aussi, les expériences de discrimination sont très présentes. C'est sûr que quand on est dans un contexte où les propriétaires ont du pouvoir, donc ils ont le gros bout du bâton, comme on dit, c'est plus propice pour la discrimination. Donc, on va nous dire là, qu'on est numéroté, même pour les appartements. Oh, vous êtes sur le bien-être, vous allez tout me briser ça, vous n'allez pas payer, tout ça. Aussi, on a rencontré deux femmes autochtones lors de nos entretiens qui nous ont dit qu'elles ont été victimes de discrimination pour leur pauvreté, mais aussi parce qu'elles sont autochtones. Donc, notamment, elle va nous dire que dans sa communauté, il n'y a pas de logement de disponible et qu'en ville, les propriétaires ne veulent pas lui en louer parce qu'elle est autochtone. Donc elle doit vivre chez son fils là, parce qu'elle n'arrive pas à se loger autrement. Maintenant, la deuxième conséquence, je vous dirais, qui est assez importante, c'est la santé et l'accès aux services en région. Donc, dans le fond, lors de nos entretiens, j'ai demandé aux personnes d'identifier sur une échelle de 1 à 10 leur niveau de stress au quotidien et elles m'ont toutes dit entre 8 et 12 au quotidien. 4 personnes ont révélé avoir des idéations suicidaires en raison de leur exclusion sociale. On a aussi partagé, dans le fond, qu'ils et elles vivaient tous lors des entretiens individuels avec des douleurs chroniques. Donc, on parle de blessures ou aussi de fibromyalgie qui était très présent. 6 personnes ont des blessures invalidantes
au travail, 9 qui ont confirmé avoir au moins un diagnostic de problème de santé mentale, donc 5 qui ont des diagnostics multiples. Donc, on va nous parler principalement de dépression, de TDAH, de bipolarité, schizophrénie et de troubles de la personnalité limite. Donc pour vous citer là, certains participantes et participantes, je n'avais plus de vie en moi. C'était noir, il n'y avait plus de couleur. Après ma séparation, j'avais plus de ressources. J'avais le cerveau bien chaud et le cœur bien fret. C'est mon gars qui m'a amené voir le médecin. J'ai eu un mental breakdown. Tu sais, quand je vis une période difficile, il n'arrive jamais à identifier pourquoi. Par exemple, on m'a apposé 5 diagnostics différents. J'ai des problèmes de dos. J'ai un bassin à l'envers. Tu sais, j'ai des vertèbres décrasées dans le bas du dos. Tu sais, je peux pas aller travailler. Présentement, je peux pas me retrouver en situation de haut stress en raison de ma santé mentale. Travailler implique beaucoup de socialisation, ce qui est très stressant. Je dois attendre que ma médication soit stabilisée d'abord. L'accès aux services sur le territoire, je vous dirais que c'est une particularité régionale assez particulière. Et je vais vous montrer, dans le fond, la map de la BTB là, pour vous donner une idée. Donc, par exemple, on a des personnes qui vivaient à Témiscamingue. Donc, ça, c'est plus bas que Ville-Marie. On est vraiment dans le sud, qui vont nous dire, par exemple, qu'elles ont été hospitalisées à Rouyn-Noranda pour 2 mois. Donc là, on parle d'une route à peu près de 3h30, là, dépendamment des conditions météorologiques. On a des personnes qui vont vivre, par exemple, à Nédélec, donc qui sont vraiment au centre de Rouen et de Ville-Marie, qui vont devoir se promener dépendamment du professionnel entre Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Amos pour leur service. Je vous dirais que Rouen est assez central, sauf pour tout ce qui touche aux problèmes, par exemple, de blessures et d'invalidité, par exemple. Une grande partie des services sont offerts à Amos seulement. Donc, ça nous fait des déplacements de 1 heure à 3h30, même des fois 4 heures avec les tempêtes, là, dépendamment là, de où est-ce qu'on est situé sur le territoire. Donc, ça engendre beaucoup de coûts et beaucoup de temps. Et il faut aussi considérer que c'est pas tout le monde qui a une auto. On penserait qu'en Abitibi, tout le monde conduit, mais c'est pas le cas. Et le transport collectif est très déficient, pour pas dire qu'il est absent dans plusieurs cas. Donc, c'est une réalité qui est très difficile pour les personnes de la région. Aussi, on va nous partager, dans le fond, des expériences de détresse et d'expériences négatives dans les services institutionnels. Donc, par exemple, une femme va nous parler qu'elle est rentrée à l'hôpital à Malartic, qui est, dans le fond, où est-ce qu'il y a les services en psychiatrie, on peut dire, les plus pointus. Et qu'elle a fui, qu'elle a fait un refus médical pour pouvoir aller en cours, mais que l'hôpital, dans le fond, a refusé de lui organiser un transport et dans le fond, selon elle, c'est parce qu'elle n'a pas pu être présente et participer qu'elle a perdu sa cause. Aussi, une femme là, qui est allée en psychiatrie, là, elle nous a dit je n'ai pas été traitée comme un humain, j'ai été traitée comme un animal, j'ai pas pu être informée ou m'exprimer, puis dire non. Je ne consens pas à ça. Il me disait, oh, tu veux pas faire ça? Ah ben, tu verras pas tes parents d'abord. Je suis allée faire pipi. L'infirmière, elle m'a regardé faire pipi parce qu'il n'y avait pas de porte. Je m'excuse, mais je sais que je suis malade, mais donne-moi mon fucking privé, esti, je suis en train de pisser. J'aurais pu au moins avoir une travailleuse sociale qui est là avec moi pour me supporter, tu sais, au moins juste pour jaser, te dire c'est correct que tu te sens comme ça, c'est normal. Elle nous a aussi dit, dans le fond, je suis allergique à l'aldol et il continuait à m'en donner. L'aldol, c'est un sédatif, de ce que j'ai compris. Donc,
Et aussi, elle avait tellement peur qu'elle écrivait help dans sa fenêtre de chambre à l'hôpital. On va nous dire que dans les services, si tu étais itinérante, tu es une voleuse, et si tu es autochtone comme elle, c'est pire. Parce que tu es pauvre, tu n'as pas le droit de vivre. Carrément, c'est ce que les personnes nous ont partagé par rapport aux services qu'ils reçoivent dans les institutions. J'apporterais par exemple que c'est pas le même discours pour le communautaire. On sent vraiment qu'il y a une différence entre les ressources institutionnelles où justement les gens disent qu'ils se sentent numérotés, jugés, et le communautaire qui sont des fois plus proches d'eux que leur propre famille. Donc, on sent vraiment comme si c'était deux mondes pour ces personnes-là. Maintenant, pour les stratégies d'action qu'on a ciblées, je vous présenterai notre principale, dans le fond, qui serait pertinente à vous présenter. Ici, c'est de sensibiliser aux préjugés et aux biais inconscients, notamment dans les CIS et les CIUS. Donc, et que ce travail-là se fasse en collaboration avec les organismes communautaires, parce que, comme je vous ai dit, on sent vraiment qu'il y a ce lien-là qui est très fort en Abitibi, Témiscamingue, entre les organismes communautaires et les populations desservies. Aussi, par exemple, ce qui est essentiel, c'est de ne pas se concentrer que sur les organismes, mais vraiment d'impliquer les personnes en situation de pauvreté et du début à la fin. Donc, on ne parle pas de seulement les consulter, mais vraiment qu'ils fassent partie du processus, qu'ils fassent partie des animations et qu'ils puissent parler en leur nom dans un réel processus d'éducation populaire que, dans le fond, les professionnels soient sensibilisés par les personnes qu'ils vivent là, directement. Ça pourrait faire partie du processus de guérison et de rétablir là, un lien de confiance. Et tout ça, dans le fond, ça permettrait de lutter contre la stigmatisation pour faciliter l'accès aux services, parce que je peux vous parler aussi d'un autre exemple que je n'ai pas cité, mais d'un homme qui m'a dit que parce que son dentiste refusait de servir les personnes qui étaient sur l'aide sociale, dans le fond, il s'arrachait les dents à coups de pince parce que c'était la seule façon qu'il souffrait moins, c'était de procéder comme ça. Donc, on parle là, vraiment d'obstacles majeurs au service là, pour les personnes en raison de la discrimination. Aussi, les autres stratégies qu'on a identifiées, c'est le logement coopératif et le transport collectif à grandeur de la MRC, de la région, et de sortir le logement et le transport de la logique vraiment du profit et marchand. Il faut que le transport et le logement soient des services publics, parce que si on vise qu'à faire du profit, effectivement que ce ne sera pas rentable et ça n'aidera pas les personnes et ça ne se fera pas. Donc, vraiment de miser sur du coopératif et du social. On parle aussi d'instaurer un revenu minimum garanti, de développer les formations en littératie, en numératie et en littératie numérique, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a davantage de services qui se font seulement par le numérique, juste pour l'accès aux billets d'autobus inter MRC. Il y a beaucoup de points de vente qui ont fermé. Donc, la seule façon d'acheter un billet pour se déplacer, c'est par Internet, et ce n'est pas ce qui est accessible pour tout le monde. Aussi, de reconnaître davantage et de développer les compétences en milieu de travail. Puis aussi, finalement, de financer adéquatement les organismes communautaires à la mission et non pas par projet, parce que ce qui arrive quand on finance par projet, c'est qu'on crée on crée des besoins et après ça, on retire et il n'y a pas de pérennité dans les services. Donc, c'est ce qui conclurait notre présentation